quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Sur le plan juridique, quel effet cette annonce peut avoir? Alors, est-ce qu'on n'est plus de la CEDEAO à partir du moment où on dit que c'est avec effet immédiat? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que d'abord, sur la question du formalisme juridique, il y a des questions préalables qu'il faut se poser d'abord. Du point de vue droit interne, droit positif malien, est-ce qu'aujourd'hui, moi, quand je fais l'analyse de préambule de la Constitution du Mali, notamment le dernier paragraphe, qui stipule que le Mali affirme son attachement à l'intégration sous-régionale et à la réalisation de l'unité africaine. Ça, c'est le dernier paragraphe du préambule. L'article 37 de la Constitution de 2023 reconnaît que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce à travers ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par voie de référendum. Ça veut dire quoi? Il y a 3 options d'expression de la souveraineté du peuple. Soit il faut qu'il s'agisse de représentants élus au suffrage universel direct, soit au suffrage universel indirect ou par voie référendaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle, un régime de transition dont les autorités n'ont pas été investies à la suite d'un suffrage universel direct ni indirect. Le retrait de la souveraineté est une expression de le retrait du Mali de la CEDEAO est une expression de la souveraineté du peuple malien. L'autorité ayant pris la décision du retrait est-elle investie de la compétence en vertu du pouvoir qui lui est conféré, conformément à l'article 37, d'agir de cette manière? C'est cette question que moi je me pose du point de vue droit constitutionnel. Et également, l'article 182 pose les principes de la ratification préalable ou de la notification préalable de tout traité ayant un caractère commercial, économique ou qui implique les ressources financières de l'État. Alors, est-ce que l'organe législatif aujourd'hui de la transition, qui est le CNT, a-t-il ratifié cette décision de retrait? Puisque le retrait entraîne des conséquences financières, des conséquences économiques, mais également ça va impacter sur les relations commerciales entre le Mali et les autres États membres de la CEDEAO. Alors, est-ce que ce préalable, ce formalisme a été respecté par nos autorités? Je ne sais pas, je n'ai pas l'information jusqu'à la date d'aujourd'hui pour dire qu'il y a eu une ratification préalable par le CNT qui, même si les membres n'ont pas été investis par un suffrage universel direct, quand même ont la légitimité de légiférer au nom du Mali en vertu d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, leur donnant les mêmes prérogatives que les députés élus au suffrage universel direct. Donc ça, c'est du point de vue droit constitutionnel malien. Alors, est-ce que quand on regarde les textes de la CEDEAO qui conditionnent le retrait à un dépôt de décision, une notification qui doit prévaloir pendant 1 année, et à la suite de laquelle, s'il n'y a pas de réaction du secrétariat exécutif, le retrait est consommé. Est-ce que le Mali a observé cette procédure? Je ne pense pas, parce que lorsque nous avons vu le communiqué de la CEDEAO aussi a été stupéfaite, surtout le comité exécutif, du fait qu'ils n'ont pas encore reçu de notification express. Donc pour moi, l'effet immédiat de la décision de retrait ne peut produire de conséquences juridiques en tant que telles. Dès lors que si aujourd'hui, moi, Bassirou, je vais voyager demain, je voyagerai avec le passeport malien sur lequel on voit Communauté des États de l'Afrique économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, avec les conséquences économiques que cela entraîne, je ne pense pas que les commerçants qui interagissent avec les autres États membres subissent déjà les effets du retrait. Donc pour moi, le retrait avec effet immédiat, c'est une intention, mais je ne pense pas qu'il soit encore effectif. Ok, sur le plan juridique, vous voulez dire. Maintenant, et dans votre intervention, il y a 2 dimensions. Vous dites que vous avez parlé du droit constitutionnel. Est-ce que vous êtes en train de dire que cette question aurait pu peut-être passer, on aurait pu proposer ce sujet-là, cette question, en référendum, pour que le peuple statue, puisque vous avez aussi parlé de la légitimité, du point de vue... Absolument. Je pense que ça aurait été un préalable dans la mesure où, vous savez, les questions d'intégration sont des questions qui ne doivent même pas être incompatibles avec la démarche de la transition. Puisqu'on est dans la transition, en observant sa démarche, sa méthode, sa stratégie, elle est purement inscrite dans une démarche panafricaniste. La CEDEAO est une organisation d'intégration économique, culturelle, technologique et autres. La dimension politique, elle est très récente au sein de la CEDEAO. Alors, pour moi,
tout ce qui concourt à la réalisation de l'unité africaine, dont le préalable consiste d'abord à l'intégration sous-régionale, doit être résolu autrement. Et je pense que la CEDEAO elle-même ouvre des voies pacifiques de règlement de ce genre de différends. Donc pour moi, le retrait a été un peu brusque, même si je mise encore beaucoup plus sur la dimension stratégique. Oui, on va parler justement de la dimension stratégique, on parlera aussi de la dimension économique, mais déjà, pour vous, du point de vue stratégique, voilà, si on parle stratégie, quelle peut être la stratégie derrière, quelle stratégie est derrière cette action des pays de l'AIS? Je suis l'un des fervents admirateurs de Michel Crozier. Michel Crozier, c'est l'un des meilleurs sociologues des organisations qui a écrit un livre de référence, L'acteur et le système. Quand vous lisez cet ouvrage et que vous essayez de transposer les concepts de l'acteur dans le système, vous verrez que tout ce que la transition fait depuis un certain moment n'est que pure stratégie. Et je crois fermement, parce que je sais que c'est les militaires qui font aussi de la stratégie, même s'ils ne sont pas politiques. Ouais. Et vous verrez qu'on est dans un rapport de force. Okay? Le Mali a été victime à un certain moment, pendant 10 ans de crise, qui n'a fait que s'amplifier avec le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, feu Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Il y a eu un coup d'État. Le coup d'État a été perpétré par des militaires. Okay. Je rentre dans le contexte. Qui ont concédé le pouvoir à un régime, entre griffes, démocratique. Pendant 9 mois, ce régime n'a pas brillé. Les déceptions commençaient à être plus grandes. Okay. Le risque d'une désorganisation, une démobilisation même des militaires était pertinent. Ceux qui ont concédé ont repris. C'est pour ça, moi, chaque fois que j'ai l'occasion, je refuse le terme de coup d'État ou de coup d'État dans un coup d'État que Macron a voulu injustement inventer pour pouvoir changer les perceptions des peuples à travers ce qu'on appelle la propagande miroir. Mais il n'y a pas eu de coup d'État dans un coup d'État. Il y a eu de la récupération du pouvoir par ceux qui ont fait la concession du pouvoir à un régime, entre griffes, civil. Donc ceux-là ayant récupéré le pouvoir ont été victimes de sanctions. Quand vous regardez les textes de la CEDEAO, même le protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, la sanction que le Mali qui a été appliquée au Mali n'est pas définie dans les textes, notamment concernant le régime des sanctions. Est-ce qu'il n'y a pas une justice à géométrie variable dans le jeu diplomatique et politique sous-régional? Ok. D'accord. Oui, mais cette stratégie-là, cette stratégie dont vous parlez, si elle doit être mise en œuvre, est-ce qu'elle ne profite pas seulement aux seuls militaires qui ont pris le pouvoir? Est-ce que ça profite justement au peuple ou à ces populations qui n'ont pas été concertées sur ce sujet précis-là? Alors, il y a un idéal qui circule depuis belle lurette concernant les 3 axes de la transition, à savoir le libre choix des acteurs et des partenaires stratégiques, le respect de la souveraineté du Mali et l'intérêt du peuple malien. Je vais de l'idée que les dirigeants ne sont pas forcément de mauvaise foi. Moi, ça a été mon différend ou mon opposition avec tous ceux qui ont même critiqué le régime de Ibeka à un certain moment. On peut être incompétent, on peut avoir une mauvaise perception des choses, on peut vouloir agir dans le bien de l'intérêt général, mais aller juste à côté. Je ne pense pas qu'un dirigeant soit de mauvaise foi jusqu'à vouloir enfoncer sa population ou son peuple dans la misère, connaissant très bien la situation dans laquelle nous sommes confrontés. Je vais de l'idée que les dirigeants agissent au nom et pour l'intérêt du peuple, et les décisions qu'ils prennent, les autorités, les décisions qu'elles prennent sont censées faire l'affaire du peuple, sont censées apporter des fruits au peuple. Mais si le retrait immédiat, comme annoncé, produit des effets immédiats, cela ne produit pas, je pense, à mon avis, des avantages immédiats pour le peuple. Peut-être qu'à long terme, ça peut produire des avantages immédiats, mais je n'ai pas encore vu quels sont les avantages qu'on peut en tirer. Je vois plutôt des inconvénients notamment sur la libre circulation des personnes et des biens, des inconvénients notamment sur la suppression du tarif extérieur commun qui est aujourd'hui établi entre les États membres, qui permet à chaque citoyen de différents États de commercer avec le même régime douanier. Donc, je vois également l'isolement du Mali dans l'espace sous-régional. Parce qu'il faut le dire, l'AIS est encore jeune. Elle a besoin encore du temps de maturité. Elle a besoin de mobiliser ses propres ressources. Et que vous le voulez ou pas,
ces 3 pays qui sont aujourd'hui membres de l'AES ne sont pas les mieux positionnés du point de vue économique. Surtout que le coup d'État, les différentes crises politiques ont beaucoup affaibli les capacités financières ou économiques de ces États-là à faire face à leurs fonctions régaliennes. D'accord. Bassirou Doumbia, on a quand même remarqué que juste après cette annonce, l'annonce du retrait, en ce qui concerne le Mali, les autorités, juste après l'annonce, ont cherché à échanger avec les opérateurs économiques pour voir qu'est-ce qui sera fait désormais avec ce retrait-là. Est-ce que pour vous, il ne fallait pas d'abord rencontrer tout le monde, échanger avec les acteurs économiques, les opérateurs économiques, échanger avec les politiques avant même d'annoncer et puis après rencontrer? En matière de décision, il faut mettre tout le monde devant le fait accompli. En matière de politique publique, il y a 2 approches, sinon 3 approches. On peut partir de l'approche bottom-up ou de l'approche top-down, où on peut faire un mix. Okay? Ce que les autorités de la transition ont opté, c'est quoi? C'est l'approche top-down. On décide en haut, on descend. C'est une approche descendante. Voilà. Les seuls actes ou les seules actions de la transition auxquelles je me souviens, c'est les assises nationales de la refondation qui ont opté pour l'approche bottom-up. Sinon, tout le reste, c'est du top-down. Et le top-down a ses inconvénients. Parce que les acteurs économiques, qui sont les véritables, la cheville ouvrière de l'activité économique, se retrouvent devant le fait accompli. On ne laisse pas de marge de manœuvre. La décision a été déjà actée, elle a été communiquée. Et je pense que ce n'est pas une bonne approche dans un État qui veut que les démarches soient inclusives, que chaque acteur ou chaque citoyen, quelle que soit sa localisation, quelles que soient ses capacités, son champ d'action, donne son avis pour pouvoir opter et ensuite essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui prend en compte les desiderata de toutes les composantes de la société, surtout quand il s'agit des questions économiques. C'est extrêmement important. Donc le fait qu'on prenne la décision avant de convoquer les acteurs économiques à une rencontre de communication pour les rassurer, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment répondre efficacement si le retrait est immédiat, aux conséquences que ce retrait peut entraîner dans l'activité économique des opérateurs maliens ou des 3 pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'AIS, l'Alliance des États du Sahel, est-ce que vous pensez que c'est viable? Est-ce que vous pensez que le projet est un projet, c'est vrai, le retrait est immédiat, aux conséquences que ce retrait peut entraîner dans l'activité économique des opérateurs maliens ou des 3 pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'AIS, l'Alliance des États du Sahel, est-ce que vous pensez que c'est viable? Est-ce que vous pensez que le projet est un projet, c'est vrai, le projet est ambitieux, mais est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il peut tenir sur le plan économique, sur le plan d'intégration? Est-ce que pour vous, c'est un projet qui peut faire tâche d'huile? Moi, je suis très optimiste. Si on sort de la CEDEAO, bien sûr. Oui, si on sort de la CEDEAO, je suis optimiste sur les chances de succès de l'AIS. On peut sortir de la CEDEAO, mais il y a la zone de libre-échange continentale qui a été lancée depuis 2 ans bientôt et qui concerne l'ensemble du continent africain. Ça aussi, c'est un apport qu'il ne faut pas ignorer. Le retrait du Mali de la CEDEAO, bien que discutable avec ses conséquences économiques, n'a pas peut-être compensé par les nouvelles réformes politiques et économiques de la zone de libre-échange continentale. Mais si on reste toujours dans le cadre de l'AIS, je pense que, comme je l'ai dit, c'est une organisation assez jeune. Et du point de vue économique, elle ne peut pas briller, évidemment, si elle se met en retrait de la CEDEAO, qui fait 15 États. Le Nigeria, à lui seul, représente 20% de la population africaine. Je ne dis pas de la population de la CEDEAO, mais de la population africaine. 1,2 milliard d'habitants. Le Nigeria, à lui seul, se tourne autour de 240, sinon plus. Ça fait 20%. C'est un marché potentiel. L'AIS, c'est 75 millions, un peu plus de 6%. Vous comprenez? Et si on part de l'idée que ce sont des consommateurs, ces 75 millions d'habitants sont des consommateurs qui consomment des biens et des services qui seront produits ou créés au sein de l'espace AIS, est-ce qu'aujourd'hui, ce débouché de 75 millions d'habitants peut relancer une économie, et surtout dans des situations difficiles que nous connaissons? C'est pour ça que je ne suis pas trop sûr que l'AIS aujourd'hui est mature pour pouvoir prendre le destin
des 3 pays en main du point de vue économique. Si militairement, on peut espérer qu'il y a des avancées, et du point de vue économique, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Est-ce que vous êtes en train de dire que nos États, notre pays, gagneraient plus à rester dans la CEDEAO que d'être dans une démarche peut-être solitaire? Moi, je suis entièrement d'accord de rester. Je suis pas partisan du retrait. Ça, il faut que je vous le dise. Je prends acte comme tous les autres Maliens, mais moi, je crois plus à l'intégration. Je suis panafricaniste plus. Je dis que la démarche de la transition, moi, ce qui me plaît dedans, c'est qu'elle est inscrite dans une démarche panafricaniste. Elle est d'abord nationaliste, mais elle est panafricaniste. Et la CEDEAO est une organisation d'intégration, de coopération sous-régionale, qui est le préalable à la réalisation de l'unité africaine. Et lorsque vous regardez l'agenda 63 de l'Union africaine, la deuxième aspiration, sur les 7 aspirations, l'aspiration numéro 2 est fortement engagée pour la réalisation de l'unité africaine. Donc nous ne pouvons pas être membres de cet engagement, nous ne pouvons pas être partie prenante de cette aspiration, et au même moment, nous nous retirons d'une organisation sous-régionale qui, il faut le dire, a son rôle à jouer. Les différents politiques restent politiques, les méthodes de résolution restent politiques, et je ne pense pas que ce soit des méthodes... Toutes les portes n'étaient pas fermées. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu de l'injustice, je suis entièrement d'accord, on a tous dénoncé cette injustice faite au Mali, mais je ne pense pas que le retrait aussi de cette méthode-là, par cette manière-là, était la bonne approche. On aurait dû tenter d'abord par des méthodes diplomatiques, par des méthodes plus soft, pour pouvoir convaincre la CEDEAO à comprendre l'enjeu socio-économique et sécuritaire du Mali et des 3 pays avant. Et si ces questions, ces préalables n'avaient pas été écoutés ou respectés par la CEDEAO, en ce moment, je pense que les différents États, les différentes autorités de la transition de ces 3 États pouvaient agir comme elles l'ont fait. Mais à ce rythme-là, je me dis qu'on est un peu trop dans la rigosité, en fait. Et c'est des militaires. Moi, je suis entièrement d'accord avec eux. Quand c'est militaire, c'est tout droit, c'est focus, c'est un objectif, c'est une cible bien déterminée. Mais il y a trop d'enjeux autour, en fait. Moi, je ne vais pas loin. Moi, je suis le plus produit de l'intégration. Jusqu'au Ghana, j'ai des contacts. Souvent, quand je suis à Accra, on m'appelle Nana, on me donne des noms ghanéens. En Guinée, je suis comme chez moi. Je suis natif de la Côte d'Ivoire, même si je suis originaire du Mali. Je suis le plus produit de l'intégration. Ma femme est du nord, du Mali. Vous comprenez? Ça, c'est des avantages culturels, c'est des avantages socio-culturels qu'il faut conserver. Et aujourd'hui, il n'existe pas de famille à Gao qui n'a pas une connexion au Niger. Il n'existe pas de famille à Gao qui n'a pas une connexion au Ghana. Vous êtes du nord, vous le savez autant que moi. Il n'existe pas une famille au Burkina qui n'a pas une connexion en Côte d'Ivoire. Il n'existe pas de famille au Mali qui n'a pas une connexion au Sénégal ou en Guinée. Nous sommes un même peuple. Les questions politiques doivent se voir sous l'angle purement socio-culturel. Voilà. Mais je pense, au-delà aussi de cet aspect politique, qu'il y a aussi parfois la main invisible de certaines puissances qui abusent de la vulnérabilité des organisations sous-régionales pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir imposer des décisions à travers des commis, entre guillemets, et réduire, si vous voulez, le champ d'action des États qui leur sont opposés parfois. Ça aussi, c'est un facteur qu'il ne faut pas occulter. D'accord. Dans une